Merci et bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour Mieux ou Bien. Avec Emma, Patrice et coach Cricri. Au sommaire aujourd'hui. Bonjour Michel. N'a pas dit bonjour. 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 Au sommaire, une question. Peut-on évaluer les performances de nos poumons ? Eh bien, la réponse est oui. On peut se livrer à un autotest pour mesurer son souffle. Emma, 3 lettres, VIH. Oui, le virus de l'immunodéficience humaine qui donne éventuellement lieu au sida. Mais aujourd'hui, c'est une maladie chronique. Finalement, on arrive à vivre avec parce qu'il existe des traitements. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais du coup, il y a moins de campagnes d'information et des jeunes qui sont totalement désinformés. On va refaire le point, du coup, sur le sujet tout à l'heure. Christophe, le principe d'une série, c'est qu'il y a plusieurs épisodes. Nous en avons vu un hier, il y a un deuxième aujourd'hui. Donc nous épisodons. Épisode. Voilà, nous sommes dans la tranche d'âge des 30-40 ans, je vous rappelle, vous faire du sport, quel que soit votre âge, le reprendre, le suivre et s'y attacher. On voit aujourd'hui que c'est la période pour construire un corps solide et ferme quand on a 30 ou 40 ans. Voilà. Avant de passer la parole à Patrice, est-ce que vous savez comment vous pouvez éviter d'avoir un cancer ? Le meilleur moyen d'éviter d'avoir un cancer, Voilà. Si je le savais. Manger sain. c'est de se marier. Ah. Une étude américaine qui a été reprise par le Figaro montre que les hommes célibataires ont 70% de risque supplémentaire de développer un cancer et 85% pour les femmes. C'est quand même des chiffres un peu dingues. 85%. Ouais. Alors c'est surtout vrai pour les cancers liés au tabagisme, à l'alcool et aux infections. Parce que le fait de vivre en couple réduit les risques. On mange mieux, on mange plus équilibré, on a moins de comportements à risque, on consulte plus rapidement en cas de problème de santé, probablement poussé par le conjoint ou la conjointe. Alors évidemment, ce n'est pas le mariage en lui-même, mais c'est un marqueur des comportements. Et d'ailleurs, un chercheur interrogé par le Figaro dit que l'on sait depuis longtemps que les hommes qui sont en couple boivent et fument moins que les autres. Donc, mesdames et messieurs, pour vivre mieux et plus longtemps, vous trouvez l'âme sœur, même si Peter Ustinov disait, et alors je suis pas sûr du tout que ça passerait aujourd'hui, le célibataire, quand il rentre chez lui le soir, regarde dans le frigo et va directement au lit. L'homme marié, lui, regarde ce qu'il y a dans le lit et va directement au frigo. Voilà. En effet. Je ne suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui. Mais il vivra longtemps. Ça marche aussi pour la femme mariée. Voilà. En Il est tout mignon, cas, Christophe, parce que chaque fois qu'il essaye de réactualiser les trucs. allez, on commence avec le PAT scan. On peut donc mesurer son souffle, ça c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement à la maison, et ça permet d'évaluer sa capacité respiratoire, ça peut constituer un indice pour vous dire peut-être que vous êtes sur la mauvaise pente. Oui, la mauvaise pente, c'est celle qui mène lentement mais sûrement, et sans qu'on s'en rende compte, surtout vers une maladie respiratoire. Avec ces choses-là, c'est vrai que plus tôt on est prévenu, mieux c'est. Alors, ça s'adresse à tout le monde, mais il y a quand même des profils privilégiés. Oui, alors si vous fumez, vous avez tendance à tousser, voire à cracher, surtout si tout ça vous prend au réveil, eh bien, je vous conseille, on ne saurait trop vous conseiller de faire ce test. De même, si la perspective de monter 3 étages à pied, évidemment, vous fait halter par avance, vous êtes cœur de cible et d'une manière générale, tout sportif amateur qui constate que son endurance diminue, eh bien, a quand même le droit de se poser des questions. Alors, si on s'en pose des questions, justement, on va aller à la pharmacie, on achète des bimètres, c'est quoi ? Ça coûte 20 euros, c'est ça ? Oui, un débimètre, ça coûte une vingtaine d'euros. Les asthmatiques connaissent bien cet appareil, ça se présente sous forme de tube avec un embout et vous devez souffler dedans. Vous devez souffler une seule fois, une seule expiration, mais la plus longue possible. Et le résultat vous donne ce qu'on appelle votre DEP, DEP comme débit expiratoire de points. Alors, il faut quand même tenir compte que les hommes ont un DEP de 20% supérieur à celui des femmes. Oui. Chez les femmes, le DEP oscille en moyenne entre 400 et 550. Et chez les hommes, il oscille entre 500 et 650. Millilitres. Oui, ce sont des millilitres. Alors, si vous n'êtes pas dans les clous, c'est peut-être l'occasion de vous intéresser un peu plus à vos poumons. Alors, si vous voulez le faire tout de suite à la maison avec un autotest, c'est tout à fait possible. Moi, j'en ai 2 d'autotests à vous proposer. Le premier consiste à prendre la plus longue inspiration par le nez
puis à expirer lentement par la bouche. Mais alors, il faut prendre son temps, hein. Vous devez sentir votre ventre se creuser, se creuser, se creuser. Vous savez, le ventre, c'est comme une cornemuse. Il faut que ça se creuse, se creuse, se creuse, se creuse. Et si vous parvenez à faire durer cette expiration au moins 20 secondes, c'est une bonne nouvelle. Sinon, c'est peut-être le signe d'un problème. Mais Emma l'a fait pendant 23 secondes. Oui, bon c'est bien, bravo Emma. Autre exercice, alors ça se passe dans l'escalier, hein. Vous grimpez 30 marches sans faire de pause, faites-le relativement rapidement et à l'arrivée, 2 possibilités, soit vous n'êtes pas essoufflé, moi je dis bravo, tout va bien, soit il vous faut 5 minutes pour renouer avec votre respiration normale et là, on peut se dire attention, il vaut mieux peut-être consulter. Voilà, ce sont 2 exercices autotests simples qu'on peut faire à la maison, chez soi, pour 0 francs, 0 centimes, mais ça vous donne une indication. En bougeant le moins possible quand même. Comment ? En bougeant le moins possible. Oui, il faut rester. C'est pas la peine d'aller courir avant parce que c'est pas. Ah bah non, bien sûr. Hein, oui. ouais. Il faut faire. J'allais dire à jeun. C'est ça, dire. C'est ça ce que je voulais dire. Oui. Vous avez bien fait de le dire. Vous savez que le printemps, ça fait monter, on dit, les hormones. Ah oui. Hein. Ah, ça, c'est le printemps. C'est le printemps, hein, c'est connu. Et d'ailleurs, tiens, écoutez... On a l'impression que vous le regrettez, Michel. Non, je ne le regrette pas, je le constate, Christophe. Bien que les années passant, je le constate de moins en moins. Voilà, et justement... et justement, c'est ça dont nous parle le docteur Sébastien Belay. Écoutez-le. Le taux d'hormones sexuelles chez l'homme, la testostérone, fluctue au cours de l'année. C'est le printemps depuis quelques jours. Les jours vont rallonger. L'exposition à la lumière du soleil au niveau du cerveau va provoquer une modification de la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la LH. Et c'est cette hormone qui donne l'ordre aux testicules de fabriquer de la testostérone. Alors, je vais vous expliquer sur un schéma tout ce qui vient d'être dit par ce chirurgien urologue. L'hypothalamus, c'est ce que vous voyez ici, c'est une glande très importante, c'est un peu le chef d'orchestre de toutes les glandes du cerveau. Il va sécréter quelque chose qui va aller stimuler l'hypophyse, qui elle-même va, l'hypophyse, qui est cette petite glande ici, qui va stimuler le reste. Et vous allez le voir sur un schéma plus précis de cette partie du cerveau. Vous avez ici donc l'hypothalamus, ici l'hypophyse, et vous voyez que l'hypophyse va sécréter cette fameuse LH dont on a parlé, qui elle-même va stimuler les testicules. D'ailleurs, c'est très drôle quand vous voyez le dessin, on se demande si ce n'est pas une deuxième paire de testicules, ce qui est possible chez certains hommes. Ça se passe dans le cerveau, je le rappelle. Et là, vous avez ici donc stimulation du testicule, qui lui-même va sécréter la testostérone, qui va remonter, et quand l'hypothalamus va s'apercevoir qu'il y a assez de testostérone, il calme un petit peu le jeu, et on arrête la sécrétion. Donc le testicule non seulement sécrète et fabrique les spermatozoïdes qui vont ensuite partir pour aller vers les vésicules séminales, et il y a aussi cette histoire de testostérone. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette testostérone a un pic de sécrétion le matin entre 7h et 10h. Vous savez qu'on a des cycles hormonaux, et ça, On ne sait pas. Et je ne savais pas, je ne savais pas pourquoi c'était le matin, probablement pour faire des galipettes le matin, parce que c'est important aussi la testostérone pour ça. Essentiel. Il y a un pic le matin entre 7h et 10h, je pense que c'est une façon de vous mettre en forme et de vous donner de l'énergie, parce qu'on sait que, la testostérone, l'hormone mâle, qui d'ailleurs existe chez la femme. Vous savez que vous sécrétez aussi un petit peu de testostérone, beaucoup moins que nous, mais ça donne de l'énergie à la testostérone. C'est peut-être pour bien démarrer la journée. Et alors, comme cette testostérone va baisser quand même progressivement au cours de la vie chez les messieurs, c'est ce qu'on appelle l'andropause, même si elle est moins brutale que la ménopause, sachez que pour maintenir ou augmenter votre sécrétion de testostérone, activité physique, surtout la musculation. Oui. Quand on se muscle, quand on est très musclé comme Christophe, on a un taux de testostérone au plafond. Je fais l'article, comme ça c'est bien. Je ne peux pas à vendre. Mais... ouais, il y a aussi le sommeil, très important de bien dormir pour la sécrétion de testostérone, une bonne alimentation. Et puis ce qui diminue en revanche la testostérone, c'est le stress chronique, le manque de sommeil et la surcharge pondérale ou l'obésité. À bon entendeur, salut. Ça m'a bouleversé. Je comprends. Ouais. C'est l'heure de... on va passer à la chronique d'Emma. Le vrai du fake.
Et on va s'attarder aujourd'hui sur des idées reçues qui sont encore largement répandues chez les jeunes, ce qui est fou quand même, tant de décennies après. Et ça concerne le VIH et le sida. C'est presque même de plus en plus inquiétant quand on regarde une étude qui a été publiée récemment par l'association SIDAction avec Opinionway, un sondage donc réalisé auprès des jeunes de 15 à 24 ans qui déclarent pour la majorité avoir une vie sexuelle, mais qui, dans quasiment 3/4 des cas, reconnaissent ne pas utiliser systématiquement de préservatif et qui, dans seulement un gros tiers des cas, déclarent avoir réalisé un test de dépistage dans l'année écoulée. Alors on va faire un petit rappel, le VIH c'est donc le virus, un virus qui de l'immunodéficience humaine qui va attaquer le système immunitaire. Si on ne le traite pas après plusieurs années, c'est l'ensemble du système immunitaire qui va être complètement défaillant et c'est alors qu'on peut présenter les signes de la maladie, sida, tout un tas de symptômes. Donc pour résumer, le sida, c'est un stade très avancé de l'infection par le virus de l'immunodiffusion humaine. Et ce VIH, 39% des jeunes pensent qu'il peut se transmettre par un baiser. 33% estiment aussi que s'asseoir sur des toilettes publiques peut être une source de transmission. Alors, c'est l'occasion de dire qu'en réalité, tout ça, c'est faux. Le VIH se transmet par le sang, par le sperme, par le liquide séminal chez l'homme et par les sécrétions vaginales et le lait maternel chez les femmes. Autre chiffre très marquant de ce sondage, 77% des jeunes, donc plus de 3/4 d'entre eux quand même, c'est beaucoup, pensent que le VIH peut être transmis lors d'un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement. Là encore, c'est faux parce que le risque d'infection disparaît si la charge virale devient indétectable. Alors, c'est justement tout l'enjeu des traitements, faire baisser cette charge virale, autrement dit la concentration qu'il y a dans l'organisme en virus. C'est pour éviter que le virus finalement se multiplie. Et donc, si la charge virale est nulle, il n'y a pas de risque de transmission du virus, mais ça passe par des médicaments qu'il faut prendre tous les jours. Il y a la la trithérapie, enfin en fonction de la personne. Voilà, et on sait que c'est des traitements qui sont très efficaces, mais en même temps, il faut le dire, à ce jour, on ne sait pas guérir la maladie. Contrairement à ce que pensent les jeunes, encore une fois, dans notre sondage, 4 d'entre eux sur 10 pensent en effet qu'il existe un vaccin et qu'on peut guérir du VIH, donc ça aussi, c'est faux. Et c'est pour ça que c'est important de se faire tester quand on a pris un risque ou qu'on envisage d'avoir un rapport sexuel non protégé ou qu'on entame une nouvelle relation. D'ailleurs, on n'a pas le temps de tout développer, mais outre le préservatif, il existe un traitement préventif qui s'appelle la PrEP. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller vous trouver tout un tas de renseignements sur le site sida-info-service.org. Une dernière idée reçue, Emma, qui est très répandue aussi, 39% des personnes interrogées estiment qu'une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres. Oui, et ça, il y a des sondages qui sont réalisés régulièrement par le SIDAction, et ça, c'est vraiment une tendance très, très à la hausse par rapport aux éditions précédentes. C'est faux. Ce qui est inquiétant, c'est que ce que vous venez de dire, ça nous dit aussi en creux la discrimination qui continue à sévir sur le sujet, la honte aussi que ressentent les malades et bien sûr le manque cruel d'informations. Si vous avez, vous, des jeunes dans votre entourage, faites-leur passer le message. Les moins de 26 ans peuvent se faire dépister pour le VIH et aussi pour 4 autres infections sexuellement transmissibles. C'est gratuit, il n'y a même pas besoin d'ordonnance, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous et c'est possible dans tous les laboratoires d'analyse médicale. Merci Emma. Et puis un point sur ce que vous disiez, l'idée reçue selon laquelle on pourra attraper le virus sur les toilettes. Oui. Alors, il faut arrêter avec ça. Je suis désolé pour ceux qui se servent de ça comme un alibi. J'ai attrapé des morpions sur les toilettes. Voilà. Ou j'ai attrapé telle infection sexuellement transmissible sur les toilettes. Non. Sur les toilettes sales ou si on ne se lave pas les mains, on peut attraper les Escherichia coli, des virus ou des bactéries qui vont vous transmettre la gastro-entérite, mais on n'attrape rien d'autre. Et d'ailleurs, à ce propos, quand on sort des toilettes, on évite de toucher les poignées, les robinets, tout. Faites comme moi, mettez votre main sous le pull ou sous le t-shirt et vous ouvrez les poignets avec ou vous prenez du papier, parce que pour les gens qui sont moins propres que vous, là, il peut y avoir des bactéries ou des virus qui sont déposés. Donc ça veut dire qu'on peut être séropositif et ne pas être contagieux si la charge virale est... Si la charge virale est négative et qu'on est sous traitement. Ça existe dans d'autres maladies d'être positif à la maladie et de ne pas être contagieux ? Il n'y a pas beaucoup de maladies virales chroniques. Parce que c'est quand même l'information... Ah oui, mais apparemment vous l'apprenez, donc c'est important que le message passe. La charge virale, quand elle est nulle, montre que le virus ne circule pas.
Donc on n'est pas contagieux. Donc on n'est pas contagieux. C'est pour ça que c'est très important de se faire On n'est tester. pas contaminant. Contaminant, pardon. Ouais, Contagieux, c'est autre chose. Mais se faire tester et savoir qu'on est malade, c'est pouvoir être traité et donc arriver à cette, à cette charge indétectable. D'où la chronicité de la maladie, on vit avec et tout va bien. Dans le doute, fut-il infinitésimal, protégez-vous quand même. Oui, évidemment, Voilà. évidemment, et Mais surtout ce qui est terrible dans ce que dit Emma, c'est que nous, on est d'une génération, les années 80, on était en plein dedans, le sida. C'est arrivé, on avait pour certains, on commençait, ou on avait déjà une vie sexuelle. On était, me semble-t-il, à l'époque, très, très bien informés. Et j'ai l'impression que là, on assiste un peu à la faillite de la transmission de cette information. On est passé à une autre génération qui, effectivement, au regard des sondages dont nous parle Emma, semble ne pas être du tout au courant de... Ce qui se passe, Patrice, c'est qu'à notre des infos époque, quand basiques. le sida est arrivé, on mourait du sida. ouais. Oui, Il y avait un nombre de morts considérable du sida, Bien sûr. alors qu'aujourd'hui, grâce au traitement, ça devient une maladie chronique. Oui, mais et avec donc des effets qui secondaires, Oui, mais tout cette- dans l'esprit Enfin, du public, oui. mortalité d'un côté, maladie chronique de l'autre, Ouais. et qui nous permet de vivre à peu près normalement. oui, Donc comme vous dites, moins. à peu près normalement, parce Oui, qu'il y a beaucoup mais moins- d'effets secondaires. sur Oui, les- mais dans l'inconscient et pour le grand public, c'est moins grave que dans les années 80 où on pouvait en mourir, d'où moins d'informations et moins de précautions. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va passer au sport avec coach Cricri. Christophe, on va continuer votre série. Là, je parle pour d'autres. Hein. J'ai entre 30 et 40 ans, je reprends le sport, je fais quoi ? Oui, j'ai pas entre 30 et Michel. 40 ans. Emma, me regardez pas Bah comme si, ça. moi je croyais, je suis... Non, pas compris. je sais. Hors taxe. Ça, il voulait dire j'ai 30 plus 40 ans. Ouais, non, j'ai. C'est pas loin. C'est terrible. Ok, ce qu'il vient de on faire. fait des vannes physiques. Attention. Ok, là, on va faire ça. On attaque Alors, le physique. Michel, Ok, en tout état de cause, bonjour l'ambiance. Vous auriez entre 30 et 40 ans, ce qui est possible. Hein. Vous pourriez faire le combo renforcement musculaire et cardio. D'abord parce que le corps fonctionne encore à plein régime. Hein. Vous êtes capable de soutenir la charge, entre guillemets. Ensuite, parce que la masse musculaire est encore bien présente. Même si on perd, on le répète, de la qualité musculaire et de la masse musculaire le temps avançant. On parlait d'environ 4% par décennie. Donc, quand on arrive à 60-70, on comprend pourquoi est-ce qu'on a beaucoup moins de muscles que quand on est plus jeune. À 30 à 40 ans, entre 30 et 40 ans, les os sont encore solides. Donc, on peut les solliciter, évidemment. Et l'énergie est encore présente. Elle déborde pour certains. Et la capacité de récupération est optimale. Ça, c'est très important parce que c'est aussi ce qui conditionne la qualité de ce qu'on peut faire en termes sportifs. C'est la période idéale pour capitaliser sur tout ça, ce qui sera le socle de la solidité de votre forme pour les années suivantes. Si vous êtes prévoyant, entre guillemets, sans être rabat-joie, si vous faites du sport dans cette période de 30 à 40 ans, ou si vous vous y mettez, vous capitalisez pour les années suivantes à partir de 50 et 70. Il existe quelques effets qu'il faut gérer quand même à cet âge-là. D'abord, la carrière, la maternité pour vous, mesdames. Donc, c'est des événements qui viennent quelquefois bousculer un peu la reprise du sport ou le sport lui-même. Le manque de temps, on est a priori entre 30 et 40 ans plein pot dans sa vie professionnelle, donc il faut aussi gérer ça, c'est pas évident. Le stress chronique, on en a parlé dans un autre moment, le stress jalonne la vie des uns et des autres. Et malheureusement, il ne respecte pas certains âges où on est plus stressé qu'à d'autres. Et entre 30 et 40 ans, entre le boulot, les enfants, les parents qui vieillissent, le stress est un peu plus installé, on va dire, à cette période de la vie. Il y a la baisse de la qualité du sommeil. On commence à perdre de la qualité de sommeil entre 35 et 45 ans. Donc il faut aussi gérer ça. Et enfin, la sédentarité, qui est votre combat, Michel. On est plutôt, la vie qu'on mène nous pousse plutôt à la sédentarité qu'au fait de bouger. Donc il faut arriver à bousculer ces différents facteurs pour vous y mettre, et vous pouvez vous y mettre. Alors, entre 30 et 40 ans, on fait quoi ? On priorise le renforcement musculaire ou le cardio ? Les deux, mon capitaine. Pourquoi ? Parce que la période se prête à ça. Et je dirais que le renfort musculaire est l'outil pour pouvoir soutenir le cardio. Si vous êtes solide sur vos abdos, sur votre dos, sur vos cuisses, sur les membres inférieurs, hein, qui vous permettent de faire du cardio, du vélo, de la course à pied, de la natation, même de la marche, que sais-je, c'est le muscle qui va vous permettre de tenir la charge du cardio, évidemment. Ça va vous permettre de taper dedans, comme on dit, et d'aller chercher un peu des performances qui vous permettent, pour certains, quand ils s'y mettent sérieusement, de faire quelquefois certaines courses comme le marathon ou autre, etc. Même si, je le répète, on a eu l'occasion de le dire, il faut se préparer très sérieusement pour le faire, évidemment. Tout ça, évidemment, si vous êtes sérieux sur le renfort, en même temps que vous faites du cardio, vous éloignez le problème de la blessure.
Quand on fait beaucoup de cardio, qu'on court beaucoup, mais qu'on ne fait pas suffisamment de renfort, on peut se blesser sur des mollets, sur des cuisses, même sur le dos quelquefois. Les activités à privilégier à cet âge-là, c'est la course à pied, si on peut, le cross-training, qui consiste dans une salle de fitness à faire différents appareils, à les enchaîner pour transpirer et faire marcher le muscle et le cardio en même temps. Bien sûr, il y a des disciplines de yoga qui sont aussi très intéressantes, des yogas très dynamiques qui vous permettent vraiment de faire de la musculation sur des postures. Donc ça, c'est des sports que vous pouvez faire. Et évidemment, on essaie d'être sérieux sur la récup, évidemment, et aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, sur les étirements. Après la séance, c'est un des bons moyens de pouvoir récupérer. On essaie de faire 4 séances par semaine, allez, on va dire 2 la semaine et 2 le week-end, et normalement, on doit pouvoir trouver un bon compromis pour faire du sport. Et les erreurs qu'on ferait le plus souvent? C'est trop de cardio et pas assez de renfort. On a plutôt tendance à se dire, bon, mais il fait beau, je sors, je vais courir ou je vais faire autre chose, mais je ne vais pas assez faire de renfort, notamment des abdos. C'est s'entraîner fatigué, donc négliger son sommeil. Si vous êtes fatigué, essayez de régler votre sommeil si vous avez l'intention de vous entraîner sérieusement. Et enfin, c'est de zapper l'échauffement et de sacrifier les étirements. On est à une période de notre vie, on est moins jeune que quand on avait 20 ans. Il faut savoir se remettre en route et ensuite, pour bien récupérer, faire une bonne séance d'étirement pour pouvoir recommencer dès le lendemain, si d'aventure vous aviez le temps de recommencer le lendemain. Et on va vous redonner des chiffres pour vous convaincre comment rester tonique. À 20 ans, le muscle représente 40% du poids du corps. Il va baisser de 4% tous les 10 ans, avec une accélération autour de 50 ans. Et à 70 ans, si on ne s'entretient pas, le muscle ne représente plus que 25% du poids, exactement comme à la naissance. Et comme l'a rappelé Christophe, c'est les muscles qui nous permettent de tenir debout. Et comme on sait que les chutes, c'est un facteur de risque important chez les personnes âgées, plus vous êtes musclé, plus vous pouvez vous rattraper en cas de problèmes liés à l'équilibre. Merci coach Cricri. On passe à la bonne version. Patrice, c'est quoi l'histoire que vous avez trouvée? C'est une histoire qui remonte à 1961. Ça va être vous, Christophe. C'est celui qui dit qui est. Donc l'histoire remonte à 1961. Le chirurgien soviétique Léonid Rogozov participe à une mission scientifique en Antarctique. C'est en bas. On est donc sur une base soviétique. Au bout de quelques semaines, le gars développe des symptômes typiques d'une appendicite aiguë. Fièvre, douleurs abdominales, nausées. Alors ça tombe bien parce que c'est le seul médecin sur place. Il peut donc poser un diagnostic sans appel, appendicite. Mais ça tombe mal parce qu'il n'y a pas d'évacuation possible à cause d'une tempête de neige. Tous les avions sont cloués sur place. Et notre chirurgien est mieux placé que quiconque pour comprendre que sans opération, il est condamné. Que va-t-il se passer? Version 1, Michel. Le chirurgien s'auto-anesthésie localement et, dans une espèce de brouillard comateux, explique à un militaire sans formation médicale ce qu'il doit faire pour lui retirer l'appendice. L'opération est un succès. Waouh. Dans ma version, ce qu'on garde, c'est qu'il s'auto-anesthésie localement et, dans une espèce de brouillard comateux, il s'opère lui-même. L'appendice est retiré, l'infection est stoppée et il va s'en tirer après quelques semaines de convalescence. D'accord, donc là, une petite main qui l'aide et là, il est tout seul. Auto-opération. La vache, ouais. Troisième version, le gars serre les dents et vit pendant 5 jours avec un bloc de glace sur la peau, au niveau de l'appendice. Ses camarades se relaient pour en changer quand la glace fond. Et au 5e jour, il est évacué inconscient, mais il s'en sortira malgré une belle brûlure sur la peau. Donc il s'opère tout seul. Il a un collègue militaire sous ses recommandations, qui fait le geste médical. Ou alors il glace en attendant qu'il arrête de neiger pour pas prendre la balle. Si c'est une anesthésie locale, on est un peu dans le coltard quand on fait une anesthésie locale, Michel? Non. Voilà. Moi, je pense que ce mec, il s'est auto-opéré. C'est incroyable. Le coup de la glace, j'y crois pas parce que c'est pas ce qui manque pourtant sur place. Ouais, mais je sais pas si jamais l'appendice est abîmé au point de pouvoir virer en péritonite. Étant chirurgien, il le sait. Il sait qu'il n'a pas le temps. Je ne sais pas si c'est la glace qui va calmer la péritonite ou la survenue de la péritonite. Le geste médical, je ne pense pas qu'il aurait mis la responsabilité sur le dos de quelqu'un d'autre que de l'opérer. Je pense qu'il s'est opéré seul. Allez. Il a anesthésié le truc comme il faut. Et là, il a pris son courage à deux mains. Il s'est auto-opéré. C'est une erreur? C'est votre dernier mot?
Il me dit non, il est On a envie d'y croire. Non, bah, Dingue. j'enlève la glace. Je peux enlever la glace? Oui. Voilà. Bon, ben, Alors, donc je dis qu'il s'est qui veut gagner des millions? il s'est auto-opéré seul. Il s'est auto-opéré. Enfin, auto-opéré, pas seul. Allez, la bonne réponse. Ah là là. Un Dingue. truc que je serais incapable de faire. Pour le Ouais, alors, ce sont 2 soldats qui lui passaient les instruments. Il a même utilisé, figurez-vous, à un moment, un miroir. Bah oui, mais obligé. il a vite abandonné parce que c'était trop déroutant. Dans un miroir, tout est inversé. Il a travaillé sans gants et a manqué plusieurs fois de s'évanouir. C'est une histoire qui nous est racontée par la BBC, par le British Medical Journal, qu'on retrouve aussi dans les archives soviétiques et les récits de missions dans l'Antarctique. Le gars, c'est... Mais pourquoi sans gants? Mais il n'en avait pas. J'en sais rien. Ah, c'est pas possible. Sur une base, il est chirurgien, il a des gants. Mais voilà. Ça va pas. Ça a aucun intérêt d'opérer sans gants. Alors j'imagine, ou alors, oui, parce que ça figure dans les récits, peut-être ont-ils voulu dire qu'il s'est opéré dans le froid sans gants de protection contre le froid, mais il avait sans doute des gants de Ce qui est chirurgien. intéressant, et la question que je me suis posée, évidemment que cette histoire est vraie, mais la question que je me suis posée et à laquelle je n'ai pas de réponse, l'anesthésie locale, on l'a fait pour quand on a besoin d'ouvrir la peau ou les muscles en dessous ou les choses qui sont très sensibles, parce qu'il y a des nerfs sensitifs qui sont là, évidemment sur la peau, c'est pour ça qu'on anesthésie un membre, par exemple, pour opérer. Et une fois qu'on a ouvert et qu'on est au milieu de l'abdomen, est-ce que l'appendice elle-même, lui-même d'ailleurs, c'est masculin, est énervé sensiblement? Est-ce qu'on est sensible quand on coupe l'appendice? Vous êtes sensible de la Michel, pour couper l'appendice, il faut quand même déjà ouvrir. Non, l'anesthésie locale, il l'a faite. C'est-à-dire que non seulement il sait anesthésier la peau, il sait anesthésier les muscles en dessous, voilà. et tout ça pour pouvoir ouvrir jusqu'au moment où on tombe sur le tube digestif. Mais est-ce qu'on a besoin ou pas d'anesthésier le tube digestif? Est-ce que le tube digestif lui-même est sensible? Le geste de Je l'auto-opération. n'ai pas la réponse. Le geste de l'auto-opération. Il y a un marin qui s'est lui-même recousu la langue. Oui. Il faudra le retrouver. Dans le Vendée Globe. Exactement, il s'est recousu tout seul la langue. Est-ce qu'il faut le faire déjà? Mais parce que là, ça saignait pas mal. C'est celle-là. Bon, bah écoutez, je m'enseignais. Merci en tout Un cas. bon jeu. On n'est pas à l'abri. Comme vous avez une mémoire de moineau, on fera jouer Michel. Il se rappelle jamais. Si vous avez des questions, des suggestions, contact@mieauxmedia.fr. Vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube de Mieux et sur nos réseaux. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un Mieux ou à bientôt. Salut.